Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer à l'heure cette table ronde organisée par la commission ressources humaines et soins de la conférence nationale des DG de CHU. Moi je suis Arnaud Pouillard et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde en tant que vice-président de la commission, donc en remplacement de Thierry Gamonru qui œuvre au service de son territoire de santé en Franche-Comté. Aujourd'hui même, nos trois intervenants, Cécile Klinger, Vanessa Dematos et Paul-Marie Adjé, auront l'occasion de se présenter d'ici quelques minutes. Je les remercie d'ores et déjà pour leur présence et pour leur contribution à cette table ronde. La conviction de la commission RH Soins, c'est que la modernisation de la fonction publique hospitalière ne représente ni une remise en cause de ces valeurs auxquelles nous sommes très attachés, ni un simple ajustement technique. Elle constitue pour nous un levier stratégique au service des CHU, leur permettant d'opérer leur transformation, de contribuer à la transformation du système de santé. Elle participe aussi de la pérennité de nos capacités à investir et à innover, tout en assurant leur mission de soins, d'enseignement, de recherche et leur responsabilité populationnelle. Nos CHU sont au cœur de profondes transformations en matière de gestion des ressources humaines, parmi lesquels on peut citer l'évolution des métiers, la diversification des profils, les défis managériaux, organisationnels, écologiques. Il faut, dans ce contexte, garantir l'attractivité des métiers, la reconnaissance des responsabilités et l'équilibre des équipes, notamment l'équilibre managérial des équipes. Notre table ronde aujourd'hui propose de traiter ces enjeux à travers des trajectoires professionnelles, des expériences et des analyses complémentaires. Le premier temps de la table ronde va être consacré à la modernisation par les profils et les parcours. Et nous allons commencer avec vous, Cécile Klinger, par une première série de témoignages sur votre expérience professionnelle au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, où vous occupez les fonctions de directrice de la transformation écologique et de la santé environnementale. Alors votre parcours, je le disais, ça a été dit dans la présentation, est atypique, même s'il est de moins en moins dans le paysage hospitalier, tant par votre formation d'ingénieur que par vos expériences passées dans le secteur privé notamment. Selon vous, qu'apporte votre profil à un centre hospitalier universitaire comme la PHP, et est-ce que c'est reproductible dans d'autres CHU ? Alors effectivement, je rebondis sur le fait que c'est de moins en moins atypique, et effectivement je suis dans une direction qui comporte en fait beaucoup de ces profils atypiques, donc c'est-à-dire des profils qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, d'écoles de design, et avec des personnes qui ont eu des expériences dans le privé auparavant. Donc juste pour compléter ce qui a été dit, effectivement, donc moi je suis diplômée de l'école polytechnique. J'ai aussi un master en neurosciences que j'ai obtenu dans le cadre de ma formation, et j'ai commencé ma vie professionnelle dans une entreprise de conseil en développement durable, pour laquelle j'accompagnais des entreprises de tout type de secteur à réaliser des bilans carbone, des stratégies de décarbonation. Voilà, mon secteur, c'était vraiment l'environnement. Et effectivement, le fait d'avoir eu la chance d'intégrer la PHP, ça permet vraiment de mettre en lien ces deux sujets qui, en fait, honnêtement aussi, quand j'ai été recrutée à la PHP, je ne pensais pas qu'on faisait le lien entre l'écologie et l'hôpital. Mais finalement, il y a plein de liens à faire, et la transition écologique du secteur de la santé, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les CHU. Le fait d'avoir des profils d'ingénieurs qui ont potentiellement cette expérience de bilan carbone, aussi de d'autres types de secteurs, pour voir comment est-ce que dans d'autres secteurs d'activité on prend en charge ce sujet, je pense que c'est une richesse qu'on peut aussi mettre à contribution dans le secteur public, et en particulier dans le secteur hospitalier. L'autre question porte sur le rôle de la direction dans laquelle vous intervenez. Est-ce que une direction dédiée à la transformation écologique et à la santé constitue un signal fort, et en quoi elle illustre l'évolution des compétences attendues dans les équipes de direction hospitalière ? Alors, je précise juste que je suis bien dans un département qui est dans la direction de la stratégie de la transformation, mais je le précise parce que c'est important aussi d'avoir en tête que la direction dans laquelle mon département intervient, c'est justement la direction de la stratégie de la transformation, qui a donc par définition aussi un rôle à jouer dans la réflexion sur ce que doit être l'hôpital plus tard, et comment est-ce qu'on fait pour emmener l'hôpital là où on veut qu'il aille d'un point de vue stratégique. Et donc le fait que le département transformation écologique et santé environnementale soit dans cette direction, c'est effectivement un message fort de dire la transformation écologique, ça fait partie des enjeux stratégiques
de la PHP et en fait du secteur hospitalier probablement dans son ensemble. Donc c'est à la fois effectivement un message fort institutionnel et stratégique, mais c'est aussi une vraie opportunité parce que ça nous permet de collaborer avec des gens qui sont en fait experts en transformation, en accompagnement au changement, en gestion de projet, qui sont en fait les métiers que nous aussi on porte et on n'applique pas forcément au même objet, c'est-à-dire qu'on va avoir des départements sur la transformation numérique qui vont notamment s'intéresser à l'IA aujourd'hui. Nous on est sur la transformation écologique. Les objets ne sont pas les mêmes, mais les méthodes peuvent l'être. Et donc, c'est très enrichissant de pouvoir aussi échanger avec ces personnes-là et de constituer une grosse équipe au niveau de la direction qui travaille sur ces questions. La PHP est probablement un petit peu particulière en ce sens-là, dans le sens où j'ai la chance d'avoir un département, ce qui n'est pas le cas de tous les CHU ou CHU. On est aujourd'hui 8 dans le département à travailler spécifiquement sur la transition écologique. Mais je pense que c'est effectivement une force et une richesse que d'avoir des personnes dont c'est le métier dans les établissements hospitaliers. Merci beaucoup. Vanessa de Matos, vous êtes facilitatrice managériale aux Hospices civils de Lyon. Votre parcours est également singulier dans le paysage hospitalier. Est-ce que vous pouvez nous l'exposer et nous indiquer ce qui vous a amené dans cette fonction ? Bonjour à tous. Et merci d'être là. Alors, initialement, je suis juriste en droit du travail. J'ai intégré tout de suite à l'arrivée sur le marché du travail une fonction managériale. J'avais 23 ans et j'accompagnais la conduite du changement. Quelques années plus tard, j'ai décidé de me former au coaching professionnel. Donc, j'ai obtenu ma certification de coach professionnel. Et j'ai créé mon entreprise pour accompagner notamment les managers dans leur transformation. À la suite de ça, j'ai eu la chance et l'opportunité d'intégrer les Hospices civils de Lyon en septembre 2025 en tant que facilitatrice managériale. Et la création de ce poste, car il s'agit bien d'une création de poste, est en co-construction encore avec la direction des ressources humaines. On est en train de travailler encore les contours de ce poste, alors que je suis déjà en mission, mais c'est encore en construction. Et cette construction s'inscrit dans le cadre du projet stratégique des HCL, des Hospices civils de Lyon, donc dans le plan qui prévoit d'accompagner aussi les managers, de revoir leur positionnement et de les sécuriser dans leurs fonctions. Votre rôle de facilitatrice managériale s'inscrit dans une approche innovante de l'accompagnement des collectifs et des encadrants. Bravo à la direction générale des HCL d'avoir instauré cette fonction. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste exactement ce métier et dans quel contexte vous intervenez ? Alors, je ne l'ai pas dit, mais je suis rattachée à la direction des ressources humaines. Mais la décision de me faire intervenir dans une mission, c'est le directeur général et la directrice générale adjointe, en collaboration avec la CME, qui décide de là où je vais intervenir. Et la DRH dit « Ok, on mobilise Vanessa, facilitatrice managériale ». Et dans le cadre de mes missions, mon rôle principal, le fil conducteur, c'est de favoriser l'émergence de l'intelligence collective au service de l'atteinte d'un objectif, de la réalisation d'un projet. C'est d'accompagner la sortie de crise, c'est aussi d'aider à la prise de hauteur et d'accompagner les décisionnaires à prendre des décisions, donc à faciliter la prise de décision efficace et efficiente. Et concrètement, j'interviens dans des missions ponctuelles au sein des services et je vais observer, analyser l'organisation managériale afin de déterminer ou d'analyser, d'identifier les dysfonctionnements, de recenser les besoins et les points forts afin de faire des propositions. Et à partir de ces propositions-là, la direction va élaborer un plan d'action avec mon accompagnement. Et ensuite, il est en fonction du cadrage de départ de ma mission, je peux intervenir aussi sur une mission de manager de transition. Dans ce management de transition, j'intègre le service en tant que manager où je porte, j'assure un portage managérial. Et lorsque le plan d'action est élaboré, il y a dans ce cas-là aussi la mise en œuvre que j'assure, la mise en œuvre de ce plan d'action.
Et en parallèle, donc c'est un package global, il y a aussi la dimension d'accompagnement du personnel médical et non médical à travers le coaching. Et c'est moi aussi qui l'assure pour partie dans ces services-là qui rencontrent en fait des difficultés, des dysfonctionnements qui sont durables, répétés, à fort enjeu politique et humain et financier aussi. Merci beaucoup. Nous avons sur le stand l'honneur d'avoir le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Si vous voulez vous joindre à nous pour dire un mot sur le sujet qui nous intéresse, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis désolé d'interrompre votre table ronde, mais voilà, il se trouve que j'étais de passage sur le salon, qu'on a tenu une conférence très intéressante sur l'excellence dans la fonction publique tout à l'heure, et donc j'étais de passage sur le stand du CHU. Donc je vois que votre thème modernisation de la fonction publique hospitalière, un enjeu pour maîtriser l'avenir des établissements de santé, c'est effectivement un sujet important, un sujet intéressant. Moi, je voulais vous dire que donc, la DGAFP est la direction de toute la fonction publique et que donc nous sommes très attentifs à la fois à avoir une cohérence générale du statut des fonctionnaires, mais aussi de tenir compte des spécificités de chacun des versants, de chacun des métiers. Et donc c'est la raison pour laquelle, je dois dire aussi avec nos collègues de la FHF, nous nous voyons très régulièrement pour nous assurer que nous tenons bien compte des problématiques spécifiques à la fonction publique hospitalière. Et donc dans les sujets prioritaires que nous traitons en ce moment, il y a évidemment la question de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique hospitalière. Je sais que c'est très attendu. La ministre s'est exprimée hier. Nous attendons les derniers arbitrages et nous espérons ensuite pouvoir avancer le plus vite possible avec nos collègues de la DGOS. Le deuxième sujet important, c'est celui de l'usure professionnelle qui évidemment est un enjeu important de ce versant hospitalier sur lequel nous travaillons étroitement avec la FHF, avec la DGOS. Et le troisième sujet que je voulais citer, c'est que nous sommes engagés dans le cadre d'une négociation avec les organisations syndicales sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Le versant hospitalier est concerné au premier chef, puisque 78% des effectifs de la fonction publique hospitalière sont des femmes. Je crois que les questions d'égalité de rémunération en particulier sont très importantes et ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons. Voilà. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long parce que je ne veux pas perturber le bon déroulé de votre table ronde. Mais je vous souhaite de bonnes discussions et je remercie la conférence des CHU pour son accueil chaleureux sur son stand. Merci beaucoup. Alors Vanessa de Matos, j'avais encore quelques questions à vous poser. Une question difficile. En quoi la facilitation managériale contribue concrètement à la transformation des organisations hospitalières? C'est vraiment le cœur de notre sujet. Comme je le disais, mon métier est de favoriser l'émergence de l'intelligence collective. Et selon moi, l'émergence de cette intelligence collective est la base de la transformation organisationnelle. Et pour vous donner un exemple concret, là, j'accompagne un service à passer d'un système de management avec cadre de proximité, donc un système de management classique, on dirait, à un système de management autonome sans cadre de proximité. Donc concrètement, là, la facilitation managériale, elle favorise la transformation de l'organisation d'un service. Et la participation à la transformation des organisations, elle passe aussi par l'accompagnement des managers, parce qu'en leur donnant les outils, en les accompagnant, eux-mêmes participent d'autant plus, et mieux d'ailleurs, dans ces transformations-là. Merci beaucoup. Paul-Marie Adjé, vous êtes administrateur territorial en détachement à l'IGAS depuis 2 ans. Vous avez donc une vision interfonction publique de la gestion des ressources humaines. Vous êtes co-auteur d'un récent rapport IGAS-IGF qui sans doute marquera l'avenir de l'organisation du système de santé, en tout cas du système de santé hospitalier.
Le rapport qui a été publié en septembre 2025 s'intitule « Face à la gravité de la situation financière des hôpitaux publics, renforcer l'efficience par une intégration territoriale ». Pouvez-vous nous exposer en quelques mots les grandes lignes de ce rapport sur la performance hospitalière et notamment sur l'importance de l'encadrement renforcé pour atteindre les buts en matière de transformation du système hospitalier? Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Alors les constats, ils sont en fait connus et donc ils peuvent être déclinés de façon assez rapide. C'est un rapport qui avait été demandé dans le contexte particulier que l'on connaît, celui d'une dégradation rapide du déficit hospitalier et d'une crise d'une sévérité sans précédent, avec, on a pu le montrer, une capacité d'investissement des hôpitaux qui était fortement grevée et puis des charges supplémentaires à venir qui étaient quand même très importantes puisqu'on les a estimées à plus de 3 milliards d'euros par an. Un des principaux constats, c'était aussi, bien entendu, des performances capacitaires qui étaient en baisse et une productivité du travail, et notamment une productivité médicale, c'est ce qu'on avait relevé, qui était plus faible qu'avant la crise. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces constats, justement, montraient des différences de résultats qui étaient très notables, y compris au sein d'une même catégorie d'établissements. Et ce qui était frappant de constater, c'est que ces constats n'étaient qu'en partie objectivables. Je le dis en partie parce que l'IGF l'a bien montré. Sur certains points, en fait, il est très difficile d'objectiver ces différences de résultats. Alors il y a certes la taille des établissements qui joue elle-même. On voit qu'il y a des tailles optimales d'établissements et la littérature économique en la matière le montre depuis longtemps, qui sont importantes et qui montrent que les plus petits établissements souffrent de des économies d'échelle qui sont très importantes et que les plus gros peuvent aussi souffrir de difficultés qui sont liées à leur taille. Il y a quand même une question, et cela fait le lien avec votre question, une question de taille critique pour un certain nombre d'établissements qui n'ont pas forcément toutes les compétences expertes pour obtenir les meilleurs résultats. Et cependant, quand on dit que c'est qu'en partie objectivable, c'est qu'on a été frappé de voir que les différences de résultats tiennent aussi, et ça renvoie directement finalement au travail de l'encadrement ou à son influence, à des différences de culture médico-économique entre établissements. C'est-à-dire qu'on a des établissements dans lesquels il y a sans doute une maturité, une culture médico-économique qui est supérieure à d'autres et une capacité aussi à fédérer l'ensemble des communautés hospitalières sur ce sujet. Et merci pour ce premier niveau de réponse. Une question peut-être pour faire le lien entre vous trois. Que pensez-vous de l'arrivée de profils comme Cécile Klinger et Vanessa de Matos dans nos organisations hospitalières, et que peut-on en attendre au regard des constats qui ont été formulés dans le rapport de septembre 2025 ? Ça serait difficile d'avoir une conclusion générale, mais enfin, ce qu'on pourrait dire sans doute, c'est que dans le contexte de crise qu'un certain nombre d'établissements connaissent, la capacité à sortir un peu des réflexions habituelles, on va dire, et à se nourrir des expériences et des compétences les plus variées et les plus diversifiées possibles est sans doute un atout. Merci beaucoup. Donc, dans ce premier temps de la table ronde, nous avons souhaité montrer que la modernisation de la fonction publique hospitalière passe par une diversification des profils, des compétences et des modes d'intervention. Mais ces évolutions interrogent aussi le cadre statutaire et réglementaire. La question qu'on peut se poser, est-ce que ce cadre est suffisamment souple et lisible pour accompagner ces transformations ? C'est l'objet du deuxième temps de notre table ronde, qui est consacré au cadre statutaire et réglementaire face à la modernisation de nos établissements. Alors Cécile Klinger, nous allons à nouveau commencer par vous. Vous qui n'êtes pas fonctionnaire, comment percevez-vous, à partir de votre parcours, la reconnaissance des responsabilités et des expertises dans le cadre statutaire actuel ? Alors, mon cadre statutaire, il est déjà un petit peu particulier puisque je suis contractuelle en CDI, ce qui n'est pas quelque chose qui est très fréquent, j'ai l'impression en tout cas, dans le milieu hospitalier.
mais qui a ses atouts, très clairement, et qui, en tout cas, moi, je m'y retrouve. Je vais forcément donner un témoignage très personnel, puisque c'est aussi la question sur ma situation. Mais moi, je m'y retrouve dans le sens où j'ai à la fois le confort du CDI et du poste permanent, et le fait de ne pas avoir à passer les concours de fonctionnaires, qui ne sont pas forcément quelque chose qui, dans mon parcours professionnel, personnel et dans mes choix, est quelque chose que je souhaite. Donc ça regroupe un peu les deux mondes en disant un poste qui me permet de travailler pour un service public avec un certain confort, une certaine pérennité, mais sans, en tout cas de mon point de vue, m'insérer dans peut-être la rigidité que laisse avoir peut-être le statut de fonctionnaire. En tout cas, c'est ma conception. Donc ça, c'est un vrai attrait. Après, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est... Enfin, le fait qu'il existe, c'est une reconnaissance en soi. Enfin, qu'on puisse intégrer un hôpital sous ce statut-là, c'est une forme de reconnaissance, parce que du coup, je considère que mon profil était suffisamment intéressant. Je ne suis pas la seule à être dans ce statut-là à la PHP, très clairement. Mais en tout cas, le fait que ces profils et que ces postes existent, c'est une façon pour nous de se sentir intégré dans une institution qui, historiquement, n'a pas été faite pour avoir des contractuels en CDI. Merci beaucoup. Et question complémentaire, quels sont, selon vous, les leviers ou, au contraire, les freins qui subsistent et qui nous empêcheraient d'attirer durablement des profils comme le vôtre au sein de la fonction publique hospitalière ? Je pense qu'un des freins principaux, et qui en fait est aussi un levier, c'est le fait que c'est très méconnu que ces statuts existent, et donc que pour des personnes qui, comme moi, auraient fait une école d'ingénieur, le fait de se dire qu'on peut intégrer le service public sans avoir fait un corps, sans être fonctionnaire, c'est possible, et ben c'est pas si évident que ça en fait, et donc c'est, je pense, une opportunité pour le service public hospitalier en l'occurrence, mais peut-être aussi pour les autres, de plus communiquer sur ces statuts un peu nouveaux. Parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui seraient intéressées pour travailler dans ces services publics via ces formats-là statutaires. Et donc ça, c'est à la fois un frein et une opportunité, je pense, qui serait probablement à mettre en évidence. Et puis après, il y a la question de la rémunération que je pose quand même, puisqu'il faut bien en parler, et qui fait que quand on vient d'une école d'ingénieur ou une école de commerce et qu'on fait le travail qu'on pourrait faire dans une entreprise privée et qu'on fait dans le service public, on n'a pas la même rémunération. Donc clairement, c'est un choix. C'est un choix que les personnes qui intègrent le service public font en toute connaissance de cause. Mais c'est un sujet qui n'est pas à négliger non plus, et qui est une des raisons pour lesquelles aussi il y a probablement du turnover parmi les personnes qui ont mon profil, disons contractuel, CDI, ingénieur, école de commerce, etc. Merci pour votre franchise, mais c'est une problématique que nous connaissons en effet. Vanessa de Matos, selon vous, quels sont aujourd'hui les facteurs clés de l'engagement et de la fidélisation des cadres et des managers à l'hôpital public ? Merci d'avoir parlé de la rémunération, parce que du coup, ça me permet de faire le pont sur les clés que j'ai pu identifier. Effectivement, la rémunération est l'une des clés de manière générale qui permet de fidéliser, d'engager des profils de managers, de cadres et bien d'autres, quels que soient les professionnels dans le cadre de leur travail. C'est une forme de reconnaissance, et ça passe parfois et souvent par la rémunération. Dans le cadre des hôpitaux publics, moi j'ai plutôt misé sur 4 autres clés qui sont les clés que j'ai pu identifier au-delà de la rémunération, parce que la rémunération, vu qu'il y a très peu de marge de manœuvre, en tout cas à ce niveau-là, sur quelles clés on peut jouer pour engager, fidéliser les managers, les cadres. La première clé, c'est la reconnaissance, et la reconnaissance, elle passe par quoi ? Elle peut passer par des points réguliers avec son manager, parce qu'un manager est aussi managé. Donc des points réguliers, et dans ces points réguliers, de ne pas forcément uniquement prévoir une liste de choses à faire ou de checker ce que la personne a fait, mais d'aller valoriser ce qui a été fait, d'engager aussi en donnant du sens en fait aux objectifs, et par une communication claire et transparente. Si des objectifs sont déterminés, et bien entendu qu'il y en a, autant être clair là-dessus, et aussi donner du sens et envie
d'avancer ensemble. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donner le pouvoir d'agir. Et ça, c'est un des points du plan stratégique des HCL. Donner le pouvoir d'agir et fournir les moyens pour agir. Et ça veut dire quoi? Ça passe par la formation, ça passe par le développement des compétences, le soutien des managers aussi dans leur exercice managérial. Au sein des HCL notamment, il existe un système de coaching interne. Et c'est pour vous donner un exemple, il y a aussi de la médiation, la facilitation managériale, elle s'inscrit aussi dans le cadre du soutien des managers, dans le cadre de leur exercice. Et ça donne le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est pouvoir d'agir en toute autonomie, tout en étant inscrit dans une stratégie aussi. Mais fournir les moyens, c'est important. Et c'est ce qui est fait, en tout cas, initié au sein des HCL. Et la troisième clé, c'est faire partie intégrante d'un collectif de travail. C'est important parce que les managers, parfois, peuvent se sentir isolés. Le fait d'avoir une communauté de managers, ça fait aussi partie du plan managérial des HCL, que de renforcer l'existence de cette communauté, de l'animer. Et pour moi, ça fait partie intégrante des clés qui favorisent la fidélisation et engagent les professionnels. La dernière clé que j'ai pu identifier, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Qui n'est pas à négliger parce que quand on est épuisé, on ne peut pas accompagner les autres, les personnes qu'on manage. Et donc, c'est important de trouver cet équilibre-là et ça sécurise, parce que là, le titre, c'était aussi ça, sécurisation des professionnels, des profils à responsabilité. Pour moi, ça fait partie intégrante des clés qui sécurisent les managers, les professionnels, plus globalement. Merci beaucoup pour votre réponse détaillée et structurée. Paul Mariadje, quels sont les constats d'une institution comme la vôtre, celle que vous représentez aujourd'hui, sur l'évolution des carrières et des responsabilités hospitalières? Alors, je parlerai simplement des constats qu'on a pu faire dans le cadre du rapport. Je m'en voudrais de parler au nom de l'IGAS dans son ensemble. On a fait systématiquement le lien avec la vision cible qu'on a essayé de développer sur ce sujet. Et cette vision cible, c'est celle d'une intégration renforcée des établissements publics de santé à l'échelle de ce qui constitue aujourd'hui les GHT et demain de groupements publics. Ça nous a semblé, c'est une ligne de force en fait qui parcourt l'ensemble du rapport. Et il nous semble important de le rappeler parce que on a la conviction en fait que la possibilité pour les managers de pouvoir s'inscrire dans des groupes d'une certaine taille, de sortir d'une pure logique d'établissement, leur permet par la suite d'avoir des carrières plus variées, plus enrichissantes, plus intéressantes en un mot. Et donc c'est vraiment la ligne de force qu'on a poursuivie systématiquement, et d'ailleurs en s'appuyant sur des exemples aussi avec y compris le secteur privé dans le secteur de la santé qui a télé sur cette logique de groupe depuis très longtemps. Le rapport, donc si on s'en tient au rapport de septembre 2025, encourage la valorisation des fonctions d'encadrement via des leviers comme le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Vous aurez reconnu le RIFSEP. Concrètement, comment l'État devrait-il envisager de déployer le RIFSEP pour accompagner la modernisation de notre fonction publique hospitalière ? Alors là aussi, surtout après la prise de parole du DG-AFP, je m'en voudrais de parler au nom de l'État, j'ai vraiment pas cette ambition. Mais si simplement on a évoqué ce sujet du RIFSEP dans le rapport en parlant prioritairement des corps de direction, c'est parce qu'on voulait faire un lien justement avec le plan de consolidation qu'on appelle de nos voeux. Ce plan de consolidation, il consiste à mobiliser un binôme d'ailleurs constitué, en tout cas c'est ainsi qu'on l'avait imaginé, un binôme constitué du DG et du CPME pour construire un plan d'action et puis ensuite se projeter dans l'avenir. Et donc dans ce cadre-là, il nous semblait important à tout niveau, on va dire, au niveau des ARS et puis ensuite au niveau de chacun des établissements, de renforcer finalement la capacité à agir de l'encadrement et des managers et de valoriser en quelque sorte la performance de chacun selon des lignes de gestion qui seraient redéfinies et qui seraient conformes et cohérentes avec ce plan. Et donc en premier lieu l'implication dans le projet collectif territorial, mais aussi
l'accompagnement des réorganisations de l'offre, des projets de mutualisation et surtout peut-être le portage de la démarche auprès des communautés hospitalières. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à préconiser la mise en place du RIFSEP, prioritairement auprès du corps de direction, et puis on ne s'est pas engagé beaucoup plus avant pour la FPH dans son ensemble. Au sein de la commission, nous plaidons pour effectivement l'extension du RIFSEP à d'autres fonctions d'encadrement au sein de nos hôpitaux, en particulier concernant les attachés de l'administration hospitalière. Alors, la modernisation des profils et des parcours ne peut reposer uniquement sur des initiatives locales. Elle suppose aussi un alignement entre les organisations de travail, les parcours professionnels et les règles statutaires afin de permettre une transformation durable et partagée. Nous allons nous intéresser maintenant aux leviers managériaux que nous pouvons mobiliser pour permettre au CHU d'assurer efficacement et durablement leur mission au service des patients et des territoires. C'est donc le troisième et dernier temps de notre table ronde qui est intitulé « Moderniser pour maîtriser l'avenir des établissements ». Alors, cette fois, nous allons commencer par vous, Vanessa de Matos. Je perds mes feuilles, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est fait, l'essentiel est fait. Ma première question est la suivante. En quoi la modernisation des pratiques managériales constitue selon vous un enjeu de performance collective pour nos établissements de santé ? Déjà, c'est quoi la modernisation des pratiques managériales ? Selon moi, elle repose aujourd'hui sur la co-construction, sur les qualités relationnelles telles que l'écoute et l'authenticité. Donc pour moi, voilà, la modernisation des pratiques managériales, c'est la co-construction, l'écoute, l'authenticité. Et j'aime bien reprendre ce fameux proverbe que tout le monde connaît, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et la modernisation des pratiques managériales, elle allie le fait d'aller quand même vite, parce qu'il y a des moments où on a besoin de prendre des décisions. C'est concilier les deux. Et ensemble, on va plus loin. Donc ensemble, on va plus loin, cela fédère, donne du sens et mobilise le collectif tout en permettant, en fait, en assurant que les professionnels respectent aussi le bien-être, donc leur bien-être. Donc le bien-être au travail, c'est aussi, ça fait partie de la performance collective. Depuis que vous exercez donc, au sein des Hospices civils de Lyon, est-ce que vous avez détecté des besoins d'évolution des leviers qui sont à disposition des cadres, notamment dans l'accompagnement des parcours des professionnels, pour donner justement toute sa dimension à l'appui managérial que vous avez déjà évoqué ? Donc déjà, la première chose, c'est que dans le cadre du plan stratégique, un des besoins qui avait déjà été identifié, c'est de retravailler le dispositif déjà en place de coaching interne. Donc là, je travaille là-dessus à vérifier, à diagnostiquer, on va dire, le dispositif déjà existant pour le renforcer, voir ce qui peut être amélioré, fonctionner différemment. Peut-être pour justement intégrer tout l'accompagnement du personnel médical, parce que personnel médical et personnel non médical, afin qu'ils puissent avoir un accompagnement managérial aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnel, enfin de chefs de service qui ont un rôle managérial. Et ce que j'ai pu identifier en étant directement dans les services, c'est l'importance de renforcer la dimension de supervision. C'est-à-dire de réfléchir, de prendre de la hauteur sur des situations qui peuvent être et souvent complexes, et d'avoir un superviseur, quelqu'un qui accompagne. C'est favoriser le développement des compétences et aussi éviter que la situation ne s'enlise, éviter de rentrer dans des formes de dysfonctionnement. Et si c'est déjà le cas, si déjà on est en train de vivre une crise, ça permet de sortir la tête de l'eau et de prendre du recul. Merci. Cécile Klinger, au regard des enjeux de transformation qu'accompagne votre direction, est-ce que vous avez identifié des besoins de recours à des nouveaux profils ou à des métiers pour le futur de nos organisations hospitalières ? Alors mon métier, effectivement, c'est de la gestion de projet et de l'accompagnement au changement, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est des compétences un peu transversales qui sont historiquement pas présentes, en tout cas pas présentes partout à l'hôpital, et dont on se rend compte aujourd'hui, nous, en tout cas en transformation écologique, mais dans d'autres objets aussi de travail, que potentiellement c'est des compétences qu'il faudrait renforcer si on veut réussir à mettre en place des projets de façon efficace, rapide,
ce qui est aussi un enjeu quand on parle de transformation écologique. La crise climatique qu'on vit fait qu'on n'a pas non plus 40 ans pour s'y mettre. Donc on a un vrai enjeu à réussir à mener des projets de façon efficace et le plus rapidement possible. Et pour ça, au-delà de l'aspect technique, indicateurs, chiffrage, etc., on a vraiment besoin de gens qui sont capables de gérer des projets, d'accompagner au changement, de convaincre, de effectivement manager aussi des équipes, manager pas dans le sens statutaire entre guillemets, mais aussi juste d'être des leaders de projet. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on essaye à notre niveau de mettre en place, mais qui, je pense, dont l'hôpital bénéficierait si on réussissait à vraiment faire des plans de formation ou à faire monter en compétence un peu tous les professionnels. Et je pense vraiment à tous les professionnels, c'est-à-dire y compris les professionnels de soins, qui en fait, sur la question de la transformation écologique, sont au cœur de la question. Et c'est eux qui font la transformation écologique d'un hôpital. Merci. Paul-Marie Adjé, quelles évolutions nationales en termes de reconnaissance statutaire, de pilotage des ressources humaines ou de financement d'ailleurs, de ces évolutions prennent forme actuellement pour soutenir la modernisation des profils, des carrières et des responsabilités hospitalières ? Alors, si j'en reste, encore une fois, je reprends cette précaution à ce qu'on a pu écrire dans le rapport. Encore une fois, on a plaidé pour une modernisation quand même assez profonde, qui ne passe pas exclusivement par des questions de statut, mais qui passe par un changement organisationnel, et un changement organisationnel assez profond. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que le législateur, depuis plus d'un demi-siècle, favorise les coopérations hospitalières, mais que ces coopérations hospitalières n'ont pas acquis de caractère organique. Il manque une unité de commandement, il y a eu de nombreuses lois qui ont été passées, y compris durant la dernière décennie, qui ouvrent un grand nombre de possibilités aux établissements publics de santé, mais ces opportunités n'ont pas toutes été saisies. Et il nous semble qu'aujourd'hui, pour mieux recruter, pour répondre aussi parfois aux difficultés de recrutement que peuvent connaître les hôpitaux, qu'on avait pu analyser d'ailleurs dans 3 rapports antérieurs qui portaient sur l'attractivité des métiers de la santé et du social, il faut en passer à cette échelle-là, en fait. Ça nous semble vraiment tout à fait déterminant. Et je vais vous poser la dernière question de cette table ronde. Donc, il vous reviendra presque de conclure. Est-ce que vous souhaitez adresser des messages aux établissements qui sont représentés ici et qui sont engagés dans les transformations à l'œuvre que nous avons évoquées là, tout au long de cette table ronde ? Oui, enfin, c'est toujours dans la même logique. C'est vrai que ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que face au déficit en fait, des établissements, les efforts d'efficience interne ne suffiront sans doute pas. C'est ce qu'on a pu montrer. En fait, on a constaté que durant la précédente décennie, l'augmentation de la productivité du travail à l'hôpital avait été supérieure à celle de l'économie française. Donc en vérité, l'hôpital, il a fait d'énormes efforts de productivité durant la dernière décennie. Et si on le projette sur la décennie actuelle, il est impossible de résoudre les déficits hospitaliers à court et à moyen terme en s'appuyant uniquement sur des efforts d'efficience interne. C'est pour ça qu'on n'a pas favorisé cette logique du rabot, mais qu'on a considéré qu'on devait à la fois s'appuyer sur de nouvelles ressources. D'une part, c'est un premier tiers, on va dire, de cet effort, sur des efforts d'efficience interne et notamment sur la productivité, mais peut-être essentiellement sur la productivité médicale, et puis sur une réorganisation dont on espère beaucoup. Parce qu'on pense aussi, et on a pu le constater lors de nos visites dans un certain nombre de territoires, que ces réorganisations, cette constitution d'une logique de groupe, elle permet aussi de trouver ou de recruter à l'hôpital partout sur le territoire des compétences expertes qui parfois lui manquent. Je pense au SI par exemple, je pense à tout ce qui tourne autour du bâtiment au moment même où l'hôpital est engagé dans un projet, enfin les hôpitaux publics sont engagés dans des projets d'investissement qui sont absolument considérables et qui nécessitent des compétences expertes qui sont parfois difficiles à recruter. On pourrait dire la même chose d'ailleurs, y compris des ressources humaines, lorsqu'on est confronté à des postes vacants et qu'on met en place des démarches de recrutement performantes et structurées, on a parfois besoin de se doter de capacités spécifiques. Et ça, de notre point de vue, ce n'est possible qu'à l'échelle de groupe. On a pu le constater dans un certain nombre de gros CH ou de CHU qui sont particulièrement intégrés, où on voit aussi que cette constitution de groupe public, eh ben, elle favorise des mobilités, des carrières ascendantes plus enrichissantes à l'échelle de ces établissements.
Merci beaucoup. Je vous remercie, vous et vous aussi, mesdames, pour la qualité de vos interventions, la qualité de vos analyses. Nous avons vu là, au cours de cette table ronde qu'en matière de gestion des ressources humaines, le virage de la transformation a été pris par nos établissements de santé et par les CHU en particulier. Nous pensons que l'accompagnement au niveau national des dossiers statutaires à fort enjeu de modernisation permettra de convertir cette rénovation en transformation structurelle. Nous avons été presque parfaits dans la gestion du temps. Il nous reste même le temps pour une question dans l'assistance s'il y en a une. Il n'y en a pas. Merci beaucoup pour votre attention.